Eh bien, bonjour à tous. Je reviens donc vers vous suite à ma vidéo précédente qui a coupé due à une mémoire de capacité insuffisante. Donc, je vais vous parler de l'alcool et des excitants naturels, qui étaient donc, à titre informatif, de la prise de cet excitant dans le but intellectuel et spirituel pour l'ouverture de perception, comme nous savons que les substances agissent sur notre organisme psychique et physique. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de la psilocybine, qui est donc ce que nous appelons le nectar d'ambroisie, ou bien également le soma. Ce sont des substances antéogéniques, et donc ces deux termes par leur étymologie grecque signifient créant le divin en soi. Donc nous créons le divin en nous-mêmes en prenant des substances telles que la psilocybine. Psilocybine qui veut dire mettre la tête à nu, donc les sens de perception sont ouverts, sont agrandis, sont expansés, c'est-à-dire que l'homme perçoit au-delà du palpable tridimensionnel. Derrière le solide, il voit l'essence lumineuse des ondulations essentielles de la lumière créatrice dans ses diversifications. Donc nous comprenons l'importance de certaines substances naturelles pour l'agrandissement de la connaissance de l'homme sur la nature en elle-même et sur l'effet que cela suppose sur son organisme interne et externe. Donc nous parlions de l'alcool et là je vais vous parler de l'ivresse ainsi que de la folie, toujours tiré du livre de Docteur Ancos. Il est critiqué et à la fois adulé, à chacun ses perceptions et ses préjugés sur un vulgarisateur et ses théories. À vous de prendre ce qui vibre avec vous-même et de rejeter et de modifier ce qui ne vibre pas avec vous, pour ainsi avoir une synthèse qui sera votre vérité et votre vision du monde. Car il y a autant de facettes sur le diamant de la vérité qu'il y a de religions. Il y a autant de religions aussi qu'il y a d'hommes sur terre, car chacun vit la spiritualité à sa façon. Mais dans les diversifications, on retrouve quand même un fil conducteur immuable, qui est donc cette gnose ou tradition primordiale, indémodable et inaltérable, celle que les envoyés de la paix et de l'autre monde tentent d'enseigner à ceux qui ne veulent pas voir au-delà de leur ego. Cela vous le comprenez très bien, je pense, si vous suivez les choses qui nous appartiennent. Je vous parlerai aussi prochainement de l'homme impulsif et de la force nerveuse. Mais actuellement, je vais tenter donc de vous parler de l'ivresse en lisant ce passage qui explique bien mieux que ce que je pourrais résumer par inspiration. À l'état normal et chez l'homme sain, l'attention de l'esprit sur le centre impulsif est toujours égale à l'attention de ceux-ci sur l'esprit. De là l'existence d'une sorte d'équilibre, les deux centres étant ainsi équilibrés l'un par l'autre. De là aussi la faculté pour l'être impulsif d'être mis très facilement en mouvement. L'homme qui se grise par un procédé quelconque donne à son sang un dynamisme plus grand qu'à l'ordinaire. Tous les organes sont excités et les centres dans lesquels est condensée la réserve de force nerveuse comme les autres organes. Aussi, au début de l'action, l'esprit semble-t-il plus alerte. L'imagination fonctionne plus que jamais, ayant à sa disposition un luxe considérable de fluide nerveux. C'est la première phase, la phase excitante de l'action de l'alcool sur l'économie. À ce moment, le surplus de force nerveuse se déverse dans le centre intellectuel, et les idées se produisent plus nombreuses et plus vives que jamais. Mais ces bons effets sont de peu de durée. La tension nerveuse de l'être impulsif dépasse peu à peu celle de l'esprit conscient. Celui-ci essaye en vain d'arrêter les roues psychiques en mouvement. Il s'aperçoit avec effroi qu'il n'en est plus capable, n'ayant pas assez de force nerveuse à sa disposition. Le cheval est emporté et le cocher a beau tirer sur les guides, il ne fait qu'efforts inutiles. Le centre animal de l'homme a vaincu le centre raisonnable. Le sens commun, la raison, la sagacité, tous ces résultats de l'action de l'esprit sur l'être impulsif s'obscurcissent.
puis disparaissent. L'être humain perd toute notion d'équilibre, y compris, celle de l'équilibre physique. Et s'il veut marcher, il vacille, et à tout moment sur le point de tomber. L'équilibre physique est rompu par surcharge de force nerveuse dans les centres impulsifs. Et à ce moment, une idée fixe, généralement absurde, peut devenir le mobile unique des actes de l'ivrogne, sur qui l'esprit n'a plus la moindre emprise. Telle est la seconde phase du phénomène, phase pendant laquelle tous les mauvais instincts, toutes les mauvaises passions réveillées peuvent conduire l'être humain à sa perte. Car les réflexes sont tout-puissants et l'homme impulsif conduit à ce moment toute la machine humaine. Si l'action de l'ivresse augmente d'intensité, toute la force nerveuse dont disposait encore l'esprit conscient est absorbée. La faible tension qui maintenait à grande peine l'esprit dans l'organisme disparaît. L'être s'écroule tout d'une masse endormie. Et si la séparation de l'esprit d'avec les centres organiques a été trop rapide ou trop complète, c'est la mort. C'est la troisième phase du phénomène. Il y a déjà beaucoup d'analogies entre ces faits et ceux produits par la folie. Et maintenant je vous lirai donc la folie, mais avant de vous lire la folie, je signalerai donc ce qui n'est point cité là, c'est que quand nous sommes dans ces états de subversion de force nerveuse ou dans cet état de sobriété, dans cet état d'hybriété, nous sommes donc la proie aussi de courants astro environnants, c'est-à-dire de fantômes, si nous voulons appeler un mot vulgaire ou profane, des démons, si nous voulons parler exotériquement. Nous sommes donc entourés de pensées et d'êtres désincarnés, d'entités qui sont des essences du monde sentimental ou du monde émotionnel, ainsi que du monde mental. Ces choses peuvent donc, à notre insu, insuffler une sorte de suggestion à notre être raisonnable qui est devenu un être impulsif dans le cadre de l'hybriété. L'être impulsif est malléable. On peut donc le modeler à la suggestion. Et bien entendu, étant donné que la vibration du corps astral s'infériorise et s'alourdit, il est donc normal et logique que ce qui pénètre et puisse suggestionner l'aura sont des pensées à caractère négatif ou subversive ou ainsi que mauvaise. Pour ça que nous observons les gens saouls dans les rues sous des emprises qui sont très méchantes quand nous observons les résultats de certaines hybriétés. Il est donc important pour l'homme de comprendre qu'il devient faible et la proie de son environnement s'il perd son centre de raisonnement et sa volonté. Il doit donc savoir boire en conscience ou s'abstenir. Tous les phénomènes pour la folie. Tous les phénomènes que nous avons vus jusqu'à présent, le sommeil, l'ivresse, les états déterminés par l'hypnotisme, ne sont au fond que l'évolution normale d'une série de faits dérivés d'une cause unique. La rupture de l'équilibre entre l'être impulsif et l'être conscient. Nous allons voir qu'il en est de même de la folie. Ce qui est dangereux dans les actes organiques, ce sont les passages brusques d'un état à un autre, les secousses, soit physiques, soit psychiques. La force nerveuse étant identique pour tous les centres nerveux, ne peut se porter en un point qu'à condition d'en quitter un autre. Et ce passage, pour être sans danger, doit être progressif. C'est pour cela que l'idée fixe de l'ivrogne, quoique dangereuse pour lui et pour les autres sur le moment, ne persiste plus après le passage de la crise, car le mouvement excessif imprimé au centre intellectuel a été progressif et non instantané. Mais si une vision effrayante, une nouvelle inattendue, une joie ou une peur subite viennent tout à coup mettre en mouvement d'une manière excessive l'être impulsif, il peut arriver que le mouvement ainsi acquis prenne une telle importance que toute la force nerveuse qui relie l'organisation à l'esprit soit subitement absorbée, et alors l'être humain peut mourir ou devenir fou. La folie est une ivresse permanente,
Dans la folie, l'être impulsif a pris définitivement le dessus sur l'être conscient. Et celui-ci, s'il reste vaguement en relation avec l'organisme, n'a plus aucune action sur les centres psychiques inférieurs. La conséquence du retrait de l'influence de l'esprit dans les centres impulsifs, c'est la perte de la puissance équilibrante, la destruction du sens commun, de la raison, de la sagacité, le triomphe définitif des réflexes sur la conscience. Le genre de folie dépendra du centre impulsif qui l'emportera sur les autres. Si le centre intellectuel domine, la folie des grandeurs, l'idée fixe et persistante, prendront naissance. Dans ce cas, le fou sera semblable à un sujet subissant une suggestion permanente, telle qu'elle annihile toutes les autres impressions. Si le centre animique l'emporte, nous verrons la folie extatique avec tout son cortège prendre naissance. Enfin, si c'est le centre instinctif qui est touché, de préférence l'hypocondrie et la mélancolie prendront le dessus sur toutes les autres manifestations. Notons que la séparation absolue est peu fréquente et que souvent le fou passe d'une période à l'autre, au hasard des mouvements imprimés à l'être impulsif. Un fou est souvent un être à moitié, sinon tout à fait mort. Swedenborg affirme cette conséquence et en tire de sombres conclusions au sujet du vampirisme. Conclusions sur lesquelles nous reviendrons dans un autre ouvrage. Nous pourrions multiplier les exemples à l'appui de cette théorie de l'être impulsif et de son indépendance possible. Nous pourrions parler de l'évanouissement des rêves et des songes, entrer dans de nouveaux détails au sujet des hallucinations, etc. Mais nous ne voulons faire ni un traité de psychologie ni un traité de pathologie mentale. Le lecteur attentif et impartial sentira bien les conséquences très nombreuses qu'on peut tirer de cette théorie toute platonicienne, et l'avenir montrera si Platon s'est trompé, si Pythagore a mal conçu l'être humain, et si Fabre d'Olivet a mal exposé les opinions du célèbre mathématicien. Quoi qu'il en soit, l'ancienne magie explique tous ces faits par la même cause. Souhaitons aux contemporains de remplacer cette explication par une meilleure. Voilà, vous savez donc que la folie et l'ivresse sont choses similaires. Comme vous savez que l'alcool a des effets positifs en prise minime et unique, ainsi que des effets pernicieux en prise répétée et continue. Il en est donc ainsi de cet excitant matériel. Il y en a bien d'autres, et nous en reparlerons, j'espère, issus des observations personnelles par la pratique et l'étude, ainsi que par le partage d'avis recensés par de grands esprits de la quête de la vérité et de son épandage à travers la multitude qui dort à cette grandeur cachée en chaque parcelle d'une création. Je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée ou nuit et je vous conseille donc de continuer votre chemin vers vous-même et vers votre intérieur et de jamais oublier qu'il faut aimer et souffrir pour grandir. Merci et au revoir.